Si je vous disais que la mythique finale 1998 France-Brésil était complètement truquée, vous allez sûrement me prendre pour le fou du bus. Sauf que c'est pas moi qui le dis, c'est le dirigeant des tirages au sort cette année-là qui le dit, qui était rien d'autre que Michel Platini. Et voici ce qu'il a dit précisément. Quand on a organisé le calendrier, on a fait quelques petites magouilles. Si la France et le Brésil finissaient premiers de leur groupe, on ferait en sorte qu'ils ne se retrouvent pas jusqu'à la finale. Et si ça vous choque, sachez que la majorité des tirages dans l'histoire ont été truqués. Parce que comme il a ajouté... Alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres ils le faisaient pas aux cette Coupe du Monde? Tu penses? Donc quand j'ai entendu ça, j'ai enquêté sur ces tirages au sort pour comprendre comment ces décisions ont affecté les différentes coupes du monde. Et pour y voir plus clair, on va diviser cette histoire en 3 chapitres. Et ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est que le hasard qu'on essaye de nous faire croire n'existe absolument pas dans ces tirages au sort. Tout est prévu depuis le début. Et des magouilles, il y en a eu. Déjà, si aujourd'hui les tirages au sort c'est un événement planétaire, des millions de personnes n'attendent que ça, il y a des écrans géants, des présentateurs, des anciennes légendes, des spectacles de fou, les meilleurs artistes du monde, mais il faut savoir qu'au début c'était absolument pas ça. Parce que la toute première Coupe du Monde elle a commencé en 1930, c'était en Uruguay, ça fait un bail, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai nommé chapitre The Beginning. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'à cette époque le football il était pas professionnel. Les joueurs ils s'étaient pas payés des millions, ils s'étaient payés 2 francs et 6 sous même s'ils gagnaient. Et pour ce premier tournoi il y a eu 2 tirages au sort. Parce que cette Coupe du Monde comptait seulement 13 équipes, donc le premier tirage c'était pour définir la composition des 4 groupes. Et une fois que les têtes de série étaient définies, qui étaient toutes américaines, on a créé des blocs avec les différentes sélections. Dans la numéro 1, il y avait les 4 Européens, la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie et la France. Et dans le numéro 2, on avait les Américains qui n'avaient pas été désignés auparavant. Donc vous comprenez que le principal critère, c'était géographique. Parce qu'il fallait pas que les voisins se retrouvent entre eux. La France en avait marre de jouer contre la Belgique, mais surtout, ils ont fait des milliers de kilomètres pour arriver en Uruguay pour cette Coupe du Monde. Donc ça aurait été con de faire tous ces kilomètres juste pour jouer contre un voisin. Et à cette époque, les voyages étaient très longs, ça se comptait en jours. On n'avait pas les jets privés d'aujourd'hui. Et surtout, ils avaient pas les mêmes thunes. Ils payaient de leur poche l'avion. Donc à cette époque, les performances sportives comptaient très peu. Si aujourd'hui les tirages au sort se font des mois avant le début de la Coupe du Monde, avant ça se faisait seulement 3 jours avant. Donc tu découvrais ton adversaire quand t'étais arrivé en Uruguay. Et là vous vous demandez sûrement, donc c'est quoi le deuxième tirage? Et bah ce tirage au sort c'était pour les demi-finales. Parce qu'on n'avait pas un système où le premier du groupe A jouait contre le premier du groupe B. Là c'était les 4 premiers de chaque groupe qui étaient tirés au sort pour savoir contre qui jouerait en demi-finale. C'est un peu comme l'ancienne version de la Ligue des Champions. Sauf qu'avec ce système, ils voyaient bien que les supporters ils kiffaient pas trop. Donc pour les 2 prochaines Coupes du Monde, ils ont complètement changé ce système. Les Coupes du Monde suivantes sont passées en Italie en 1934, puis en France en 1938. Cette fois-ci, on a complètement supprimé les phases de groupe. Tout le monde commençait dès les 8e de finale. Donc si tu perdais, tu rentrais chez toi. C'est là que c'était un peu relou. Les pays d'Amérique du Sud faisaient des milliers de kilomètres pour arriver en Europe, sauf que quand t'étais éliminé en 8e, ça faisait chier d'avoir fait des jours de voyage pour finalement jouer que 90 minutes. Et à cette époque, ils voyageaient pas en avion, ils voyageaient en bateau. En 1934, c'est ce qui est arrivé. Les States, le Brésil et l'Argentine, ils ont direct été éliminés en 8e. J'espère qu'ils ont fait un peu de tourisme quand même, que ça fait chier d'avoir fait autant de kilomètres juste pour un match. Et si pour ces 2 Coupes du Monde 34 et 38, le système avait changé, le fonctionnement du tirage au sort aussi. Parce que cette fois, c'était plus un adulte qui tirait au sort, c'était un enfant. Mais avant de continuer cette vidéo, je dois vous partager un bon plan qui me permet de me faire un peu de sous à côté de mes vidéos. C'est Freecash. Pour ceux qui connaissent pas Freecash, c'est une plateforme gratuite où tu peux gagner de l'argent en jouant à des jeux sur ton téléphone. Et je sais que comme ça sonne trop beau pour être vrai. Moi aussi, j'étais sceptique au début, mais j'ai testé et c'est réel. Quand j'ai du temps à tuer, comme dans les transports, pendant une mi-temps, je joue à des jeux avec Freecash. Et pendant que je joue à ces jeux, je gagne de l'argent. Et je suis pas seul à kiffer. Regardez sur Trustpilot, il y a plus de 290 000 avis avec une note de 4,7. Trustpilot, c'est des vrais avis, tu peux pas fake. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous montre comment on fait. Vous allez juste aller sur l'application, le lien en description, et vous aurez un petit cadeau. Écoutez jusqu'à la fin. Vous allez sur la page Earn, vous choisissez le jeu que vous voulez. Il y a pas mal d'offres, pas mal de choix. Moi par exemple, je choisis ce jeu. Après, il faut juste télécharger le jeu via Freecash et pensez bien à activer le suivi de progression dans les paramètres. C'est hyper important parce que c'est ça qui permet à Freecash de valider votre offre et de vous récompenser après. Et ensuite, il n'y a plus qu'à jouer quand t'as un peu de temps. T'avances dans l'émission, tu kiffes le jeu et à chaque étape franchie dans le jeu, tu gagnes des coins que après tu convertis en argent réel. Et ce qui vous intéresse le plus, comment on fait pour sortir l'argent? On peut le faire via PayPal, mais aussi via Amazon ou via des cryptos. Moi par exemple, comme vous voyez sur l'application, j'ai gagné 60 €. Donc je vais les retirer et les mettre sur mon PayPal. Donc si ça vous intéresse de vous faire un peu d'argent en jouant, surtout si vous avez l'habitude de jouer, là vous gagnez de l'argent. Je vous ai mis le lien en bio et en plus si vous le téléchargez via mon lien, vous gagnez directement 10 €. C'est cadeau, croyez-moi, j'ai négocié avec Freecash pour vous offrir ces 10 balles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Insta combien vous avez gagné avec Freecash. En tout cas, ça vaut le coup. Moi, je me suis mis une petite routine un peu tous les soirs, 10 minutes, et en quelques semaines, je me suis fait 60 balles quand même. Merci encore à Freecash de sponsoriser cette vidéo et on retourne à la vidéo. En 1938, c'est le petit-fils du président de la FIFA, Jules Rimet, qui avait tiré au sort. Et si on avait mis les enfants, c'est parce qu'on se disait en mettant des mains innocentes, il y aurait pas de triche. Après la Coupe du Monde 1938, on a eu une petite pause. Tout ça à cause d'un petit moustachu tout le temps en colère. Il nous en a fait louper des Coupes du Monde, le relou. Mais heureusement, en 1950, on l'entendait plus le petit moustachu, donc on a repris la Coupe du Monde.
Monde. Cette fois-ci, elle se passait à Do-Brasil. Et encore à cette époque, les tirages de la Coupe du Monde, ça faisait pas trop kiffer les gens. Ils en avaient un peu rien à foutre. Ils attendaient juste le commencement. Pour vous rendre compte à quel point ils en avaient rien à foutre, regardez juste l'image des tirages de la Coupe du Monde de cette année-là. On avait les dirigeants de la FIFA autour d'une table, avec un bouclier métallique au centre, et juste quelques journalistes autour. Ça avait la gueule d'un loto. Mais si les gens n'avaient rien à foutre, c'est qu'à cette époque, que le reste du monde le suive, c'était hyper dur. À l'époque, on pouvait pas faire un live TikTok et YouTube si facilement. La vraie problématique, c'était la retransmission dans les territoires. Il y avait aucune radio qui pouvait retransmettre dans le monde entier. Donc pour cette édition 2050, on est le retour des phases de groupe. Fini la Coupe du Monde qui commence dès les 8e, c'était le retour de la phase de groupe. Et ensuite, on a une poule finale entre les premiers de chaque groupe. Les 4 têtes de série pour ces tirages fut le pays hôte qui était l'Italie, mais qui était aussi le dernier champion du monde. On a aussi l'Uruguay qui a été sacré en 1930 et l'Angleterre qui arrivait comme championne britannique. Et ouais, à l'époque, il y avait un championnat britannique qui date quand même depuis 1983. S'ils sont autant en avance, c'est parce que le football est né là-bas. Les Anglais avaient gagné 1-0 contre l'Écosse, donc l'Écosse était deuxième dans la tête de série. Sauf qu'ils détestaient tellement les Anglais, ça les rendait tellement fous de voir les Anglais en tête de série, qu'ils ont décidé par orgueil de ne pas participer à cette Coupe du Monde. Et c'est assez dingue de refuser une place à la Coupe du Monde quand tu vois que des nations vendraient tout pour juste y participer. Mais c'était pas la seule absente de sournois. On avait aussi la Turquie, le Portugal, l'Inde et même la France y a pas participé. Après qu'on ait gagné la Seconde Guerre mondiale. Pas parce qu'ils étaient pas invités, parce qu'ils ont annulé. La raison était un peu normale, c'était pour les coûts logistiques. Je vous rappelle que c'était au Brésil, du coup ça coûtait une blinde. Mais cette Coupe du Monde était tellement claquée que même quelques pays voisins n'y sont pas allés, comme l'Argentine. La raison c'est qu'il y avait des problèmes avec la fédération locale. Donc le quota que s'était fixé la FIFA pour cette Coupe du Monde de 16 équipes, eh ben il l'avait pas atteint. Donc il était prévu 4 groupes de 4, finalement on n'a pu que 2 groupes de 4, puis un groupe de 3 et un groupe de 2. Donc là on avait un format complètement pété. Mais si ce format de poule vous paraît bizarre, attendez de découvrir celui 4 ans plus tard qui se passe pour la Coupe du Monde 1954 en Suède, qui est what the fuck. Parce que là on a enfin 16 équipes qui participent à cette Coupe du Monde, elles sont divisées en 4 groupes de 4, jusque là tout va bien, c'est pas étrange. Et on pourrait se dire que toutes les équipes dans leur groupe s'affrontent, et les équipes avec le plus de points iraient en phase finale. Et bah non, c'était pas ça le système. La particularité de ce système, c'est que chaque groupe avait 2 têtes de série, qui s'affrontaient pas entre elles, et les 2 autres équipes qui étaient pas non plus favorites, s'affrontaient pas non plus. Par exemple pour le groupe A, on avait la France, le Brésil, la Yougoslavie et le Mexique, et vu que la France et le Brésil étaient les 2 têtes de série, ils sont pas affrontés même s'ils étaient dans le même groupe, ni les Mexicains les Yougoslaves. Et ce système, il était pour favoriser les grosses puissances. Comme ça, la France qui était un gros poisson avait pas besoin d'affronter un autre gros poisson qui était le Brésil, ils avaient juste à battre les 2 petits poissons qui étaient le Mexique et la Yougoslavie. Comme ça, ils étaient tranquillement en phase finale, cool Abdoul. Et surtout le Brésil qui avait fait des kilomètres pour arriver en Suède, qu'ils étaient à l'autre bout du monde pour eux, ils savaient qu'ils venaient pas que pour 2 matchs, ils étaient au moins sûrs de faire les phases finales. Ça les rassurait et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont accepté de venir à cette Coupe du Monde. Mais même si c'était what the fuck ce système, les tirages au sort ont commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur. Parce que là on est à l'époque où il y a la retransmission télé, de plus en plus de familles ont la télé dans leur foyer. C'est aussi pour cette première Coupe du Monde qu'on a eu enfin des matchs retransmis visuellement. On n'avait pas juste à la radio, mais c'est 12 ans plus tard pour la Coupe du Monde d'Angleterre, les tirages au sort sont enfin retransmis à la télé. Donc là c'est le début de notre 2e chapitre qui va durer 20 ans jusqu'à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, que j'ai appelé The Revolution. Donc grâce à cet appareil ingénieux qu'on appelle la télévision, des événements comme les tirages au sort sont devenus un vrai divertissement. Pour le tirage au sort 1966, il y a eu une vraie préparation. C'était pas à la Wall Again. Déjà c'était dans le luxueux hôtel Garden de Londres où tout était magnifique pour que ce soit agréable visuellement pour les millions de personnes qui regarderont. Et cette fois-ci, tout le monde voyait. C'est-à-dire que s'il y avait du trucage, on le verrait. Mais comme polémique est synonyme de FIFA, comme vous vous doutez, pour cette première retransmission, il y a eu forcément une petite polémique. Cette polémique, c'est que pour cette Coupe du Monde, il n'y avait aucun pays africain. C'est pour ça qu'on appelle cette Coupe du Monde le boycott africain, où 15 sélections qui étaient éligibles aux éliminations pour participer à la Coupe du Monde ont refusé de participer parce qu'on leur garantissait même pas au moins une place. Fallait toutes qu'elles prouvent qu'elles méritent leur place dans les qualifications. Tandis que dans les autres continents, il y avait beaucoup de pays qui étaient automatiquement qualifiés. Donc ils ont pris ça comme un vrai manque de respect. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il était africain. Il jouait pour le Portugal, c'est rien d'autre que la légende Eusebio, qui même s'il joue pour le Portugal, il est né au Mozambique. En 1974, les tirages au sort de la Coupe du Monde vont prendre une grosse tournure, du mauvais côté, parce qu'on a un nouveau président. Il est brésilien, c'est João Havelange, qui est sûrement l'un des présidents de la FIFA les plus controversés d'histoire. Et Dieu sait qu'on en a eu, mais lui c'en est un beau. Pour que vous compreniez, le Brésil a été champion du monde en 1958 et en 1962. Et après ça, il avait déclaré ça. En 1966, le Brésil avait quasiment la même équipe que l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde 1962. Qui était le président à cette époque? Sir Stanley Roos, un Anglais comme par hasard. Et où se jouait cette Coupe du Monde? En Angleterre comme par hasard. Et vu qu'il était joueur à cette époque, il a continué. Il a dit lors de mes 3 matchs contre le Portugal, la Hongrie et la Bulgarie, il y avait 3 autres arbitres et 6 assistants, soit 9 personnes au total. Comme par hasard, 7 étaient anglais et 2 allemands. Pourquoi pensez-vous que c'est arrivé? Pour détruire mon équipe. Et ça, ils l'ont détruite parce que Pelé s'est blessé. Comme par hasard encore, quelle a été la finale de cette Coupe du Monde? Angleterre-Allemagne. Et pourquoi il y avait que des arbitres anglais et allemands dans mon match? Il s'est passé la même chose en 1974
1994 en Allemagne. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et est-ce que depuis cette Coupe du Monde, l'Angleterre a gagné quelque chose? Absolument pas. Comme Avelange l'a mentionné, en 1974, la Coupe du Monde elle s'est disputée en Allemagne. Sauf que c'était pas la même Allemagne que cette époque. Que le petit moustachu il en a fait les gars. À cette époque, on avait deux Allemagnes qui participaient à la Coupe du Monde. On avait l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. Donc dans les têtes de série, on avait l'Allemagne fédérale et dans les deux autres équipes qui seraient tirées au sort, on avait l'Allemagne démocratique. Pour ces tirages au sort, c'était un petit gamin de 11 ans qui les faisait et le petit sans le vouloir, il a mis les deux Allemagnes dans le même groupe. Donc ce qui était fou, c'était que l'Allemagne jouait contre l'Allemagne chez eux, donc les deux jouaient à domicile. Puis ensuite, c'est l'Allemagne fédérale qui a été sacrée championne du monde. Donc s'il avait dit tout ça, c'était pour construire sa légitimité du fait qu'il était président, pour être le porte-parole du tiers-monde et lui serait un peu le nouveau justicier. Mais pour la Coupe du Monde 1982 qui se déroulait en Espagne, là on a eu un vrai changement pour les tirages au sort. Parce qu'on est passé de 16 équipes à 24, c'est-à-dire que cette fois-ci pour les têtes de série, il fallait 6 pays. Dedans, on avait donc l'Espagne qui était le pays hôte, l'Argentine qui était champion en titre, puis on avait l'Allemagne, l'Italie, le Brésil et l'Angleterre. C'était les autres champions du monde qualifiés pour cette Coupe du Monde. À cette époque, le secrétaire général, vous le connaissez, c'était Joseph Blatter, qui sera plus tard le président de la FIFA. On sait la controverse qu'il y a eu avec lui. Mais bref, revenons au tirage au sort de cette Coupe du Monde. Si on pouvait résumer ces tirages au sort en une phrase, c'est parti en couille. Déjà, il y a eu une couille parce qu'ils respectaient pas leurs propres restrictions. Il devait pas y avoir des pays d'Amérique du Sud ensemble dans le même groupe. Sauf qu'à la fin des tirages, on avait plusieurs pays d'Amérique du Sud qui étaient ensemble. Et cette bourde, elle a été faite devant des millions de téléspectateurs. Seb Blatter, qui supervisait l'opération, a été pris en défaut sur la répartition des équipes et dans un moment de confusion où ça aurait pu arriver à tout le monde, il a placé des sélections dans des groupes qui enfreignaient les règles, rétabli la répartition géographique. Sauf que comme je dis, ça peut arriver à tout le monde ces erreurs. Mais cette erreur, elle était faite devant des millions de personnes. Donc il a dû assumer son erreur devant tout le monde parce qu'on avait quand même un groupe où il y avait que des Américains du Sud. On avait le Pérou, le Chili, le Brésil et l'Argentine ensemble. Donc il a fallu refaire ces tirages. Imaginez à quel point il devait se trouver con le Seb Blatter. Mais là, c'était que le début d'une soirée plein de merde pour la FIFA. Cette fois-ci, ils avaient décidé d'innover parce qu'avant, il y avait pas mal de rumeurs de trucage, comme quoi il y aurait des boules chaudes et des boules froides et du coup, on pouvait truquer facilement le tirage. Cette fois-ci, ils avaient fait une machine exprès, comme la loterie, où ils mettraient les boules au hasard. Sauf que ça s'est absolument pas passé comme prévu. Les boules commençaient à se bloquer de la machine, ils arrivaient pas à ouvrir les boules et certaines boules se sont carrément détruites. Et même les gamins qui étaient là, qui étaient censés ramener les Blatter, ils se foutaient de sa gueule. On considère ce tirage au sort comme le pire de tous les temps, ça va être difficile de faire mieux parce que l'enchaînement de bourdes qu'on a eu, c'était du pur divertissement. Là, on était au niveau du Adé Laurent et du Nasdaq à l'Assemblée nationale. Mais même s'il y a eu des bourdes, on avait compris l'objectif. Faire de ces tirages au sort un vrai événement dans le futur. C'est un peu l'échauffement de la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on arrive à ce troisième et dernier chapitre qui va commencer en 1990 pour la Coupe du Monde en Italie. Et là, sur le coup, on a eu un vrai spectacle pour ces tirages. On a eu plein de célébrités. Pavarotti, Sophia Loren, même des anciens champions du monde. On a eu Pelé, Rummenigge, Bobby Charlton. Ah, il y avait du beau monde pour cette Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on avait encore un nouveau système pour la compétition. Cette fois-ci, dans les têtes de série, on n'aurait plus tous les anciens champions du monde parce qu'ils avaient compris que c'était pas juste. Le champion du monde de 1966 avait sûrement plus le même niveau aujourd'hui. Donc dans cette tête de série, on avait le pays hôte qui était l'Italie, l'ancien champion en titre qui était l'Argentine. Par contre, les 4 autres, ça serait au mérite sportif en prenant en compte les 2 dernières Coupes du Monde, celui qui avait fait les meilleurs résultats quand on cumulait les 2 Coupes du Monde. On a eu donc le Brésil et l'Allemagne, puis la Belgique qui était demi-finaliste en 86, et enfin ils avaient le choix entre l'Espagne et l'Angleterre qui avaient fait exactement le même stade de la compétition, mais la FIFA a choisi les Britanniques. Comme vous vous doutez, ça fait polémique en Espagne. Et la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que toutes les têtes de série jouaient leur match de groupe dans la même ville, ce qui veut dire que les supporters pouvaient rester dans la même ville. Pas besoin de se déplacer partout à Pétaouchnok. Mais le vrai but derrière, c'était sûrement pour pas avoir de problème avec les hooligans. Parce qu'à cette époque, les hooligans, ils rigolaient pas et la sécurité était bien moins présente. Quand je vous dis qu'ils rigolaient pas et cassaient des voitures, ils avaient aucune limite, ces gars-là. Et il y a certains pays où les hooligans étaient vraiment violents, notamment l'Espagne. C'est pour ça qu'on pense que l'Angleterre était choisie à la place de l'Espagne pour mettre les hooligans bien loin. Sauf qu'entre l'Espagne et l'Angleterre, les hooligans étaient bien plus violents en Angleterre. C'est pour ça que la FIFA a mis les matchs de l'Angleterre à Cagliari. Et là, on se disait, comme ça, les hooligans, ils vont juste niquer les matchs de l'Angleterre et pas aller niquer les autres matchs, vu qu'ils sont sur leur île. Et malgré ça, ils ont quand même niqué pas mal d'autres matchs. Donc, comme on l'a vu dans cette vidéo, la majorité des tirages au sort, ils sont prédéfinis. Tout est fait pour prévoir la finale. Comme l'a dit Platini, en 98, ils ont tout fait pour qu'on ait un France-Brésil. Mais en même temps, comment leur en vouloir? Parce que est-ce que c'est pas ce qu'on attend en tant que supporter? On veut voir les meilleurs joueurs du monde jouer contre eux. Pour la Coupe du Monde 2026, on aurait été déçu d'avoir un Argentine-Portugal en phase de groupe. La Last Dance du Sud contre Messi, on l'a vu en phase finale. Maintenant, on va remonter beaucoup de Coupes du Monde pour avoir une nouvelle révolution. Et cette révolution, elle est pour la Coupe du Monde 2014. Elle est récente, qui se passait cette fois-ci au Brésil. Et cette fois-ci, pour définir les 8 têtes de série, on comptait plus sur les performances sportives des dernières Coupes du Monde. La FIFA a créé un classement, le fameux classement des sélections qu'on connaît aujourd'hui, où la France est première au moment où je vous parle. Je vous expliquerai plus tard comment il fonctionne, mais avant ça, je dois vous parler de la cérémonie de ces tirages au sort. On a un membre de la FIFA qui était français, qui a été très controversé pour cette cérémonie. Cet homme, c'est Jérôme Vacleux, qui était à cette époque secrétaire général de la FIFA. Et avant ce tirage au sort, il avait été défini que le Brésil, en tant que tête de série du groupe A, vu que c'était le pays hôte, serait la première boule à sortir. La légende Cafu a donc sorti la boule et a montré
voyez clairement le papier devant la caméra ou derrière des millions de personnes regardaient. Sauf qu'il n'y avait pas que Cafou qui ouvrait les boules, il y avait aussi le secrétaire de la FIFA. Sauf que lui, il faisait en cachette et on voyait pas exactement le moment où il prenait le papier. Donc le fait de cacher tout ça, comme vous doutez, on a eu des spéculations comme quoi il y aurait du trucage. Et même si ça n'a jamais été prouvé, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? Le scandale de la FIFA, ce qui a envenimé la polémique. Et c'est là qu'on arrive au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, où comme je vous dis, les têtes de série, c'est en fonction du classement de la FIFA, c'est-à-dire les 8 premiers du classement sont les têtes de série. Mais vous vous demandez comment il se fait ce classement? Déjà, il faut savoir que chaque match compte, même les matchs amicaux, chaque match modifie le classement de la sélection. Tu peux vite passer 8e à 9e. Et comme vous doutez, le match qui a le plus de points, c'est la finale de la Coupe du Monde. Pareil pour les points, tu gagnes plus de points en fonction de l'adversaire. Si tu joues l'Espagne, tu gagneras bien plus de points que si tu joues la Yougoslavie. Par contre, si demain la France perd contre la Yougoslavie, elle perdra énormément de points. Mais si elle perd contre l'Argentine, elle perdra bien moins de points. Vous comprenez un petit peu le système? Si vous n'avez pas tout à fait compris, je vais vous donner un exemple et vous allez tout comprendre. Imaginons on a un match amical où la France joue contre Saint-Martin. La France est première du classement et Saint-Marin dernier. Donc la France a 1877,78 points. Oui, même les chiffres après la virgule comptent, tandis que Saint-Marin, vu qu'ils sont derniers, ils en ont 526,03. Donc si la France gagne ce match, la France gagnera 0,06 points. Ce qui est très peu, mais en même temps, ils ont joué Saint-Marin, c'était pas difficile. Ils leur ont sûrement mis 14 points. Par contre, s'ils perdent ce match, ils perdront 4,94 points. Donc ça fait mal, surtout si le 9e est près de toi. Donc maintenant que vous comprenez ce classement, on revient au tirage de la Coupe du Monde 2026, qui lui aussi une nouvelle révolution, parce que maintenant on a plus 32 équipes, on en a 48. Donc on a donc 12 groupes pour cette Coupe du Monde, avec 12 têtes de série. Ou déjà dans ces têtes de série, on a les 3 pays organisateurs, qui sont le Mexique, le Canada et les States. Et les 36 autres pays ont été répartis, pareil, en fonction du classement FIFA. Il a été établi qu'il pouvait pas y avoir plus d'une équipe de chaque confédération. Seule exception pour l'UEFA, qui a quand même 16 équipes dans cette Coupe du Monde. Donc mathématiquement, c'est pas possible que 2 équipes européennes ne puissent pas se voir. C'est pourquoi on a un maximum de 2 équipes européennes pour aggro. Et enfin, la dernière nouveauté de cette édition, c'est dans les phases finales. Parce que pour la première fois de l'histoire, les 4 premiers du classement mondial prennent des places opposées dans le tableau. Ce qui signifie que s'ils terminent premiers de leur groupe respectif, ils pourront se rencontrer qu'en demi-finale. Et les 2 premiers pourraient se retrouver qu'en finale. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un probable Argentine-Espagne. Un match que je pense beaucoup de supporters rêvent, où on a Messi qui représente un peu The Last Dance, la fin d'une génération, et Yamal qui représente une nouvelle génération. Donc cette Coupe du Monde est une vraie révolution parce qu'on va avoir 48 sélections, c'est-à-dire 104 matchs pour 39 jours de compétition. Avec ces tirages, on sait que le Portugal et l'Argentine peuvent aussi se retrouver en quart de finale s'ils terminent tous les 2 premiers de leur groupe, ce qui est fort probable. On pourrait aussi avoir en quart de finale le Brésil et l'Argentine, et la France et le Sénégal pourraient se retrouver en demi-finale si la France finit premier et le Sénégal deuxième. Donc maintenant vous savez tout sur les tirages au sort, profitons de cette Coupe du Monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous rafale de vidéos comme ça. Et enfin, je termine cette vidéo pour remercier Freecash, le sponsor de la vidéo. Comme je vous rappelle, si vous téléchargez Freecash via le lien en description ou en commentaire épinglé, vous gagnez 10 €. C'est gratuit. Donc si vous avez l'habitude de jouer, maintenant jouer en gagnant de l'argent, ça vaut vraiment le coup. C'est 100% confiance, sinon je vous le partagerai pas. Merci encore à Freecash de sponsoriser cette vidéo.